Bonjour à tous, la séance est ouverte. Comme je vous l'indiquais hier, le Premier ministre est retenu à l'hommage pour les gendarmes décédés. Donc c'est le gouvernement qui va répondre aujourd'hui aux questions au gouvernement pour le groupe GDR. La parole est à monsieur Steve Chailloux. Merci Madame la Présidente Yorana. Ma question s'adressait initialement à Monsieur le Premier ministre. La situation actuelle en Kanaki est plus que catastrophique. Kanaki est grandement déstabilisé par votre projet mortifère de dégeler le corps électoral restreint, engendrant une succession d'actions révélant ainsi le désaccord profond du peuple kanak avec votre politique. Des actions ayant conduit jusqu'à la mort de 6 personnes. Je souhaiterais d'ailleurs en liminaire transmettre mes sincères condoléances à l'ensemble des familles kanak et non kanak ayant perdu un proche. Et je tiens à vous rappeler, Monsieur le Premier ministre, que votre gouvernement est entièrement responsable des tragédies qui ont actuellement lieu sur ce territoire. Par ailleurs, je vous rappelle aujourd'hui que les 4 présidents de régions d'outre-mer soutiennent le territoire de Kanaki et sont unanimement favorables au retrait de votre texte. Il faut maîtriser l'histoire longue des peuples océaniens pour comprendre la colère qui gronde en Kanaki. C'est ce que j'ai tenté de vous expliquer lors de la réunion de crise à Matignon le vendredi 17 mai, où j'ai particulièrement insisté sur le fait que le peuple océanien attachait beaucoup d'importance à la confiance et à l'authenticité des relations humaines. Or, la posture qu'adopte le gouvernement actuel rompt tout dialogue avec le peuple. Nous sommes, à ce jour, face à des personnes qui ne se comprennent plus et qui ne comprennent pas. Pour rappel, le mouvement indépendantiste kanak et tahitien sont nés en même temps et partagent le même combat, celui de l'indépendance de nos peuples. Dès lors, il me paraissait adéquat et approprié d'intégrer des leaders indépendantistes polynésiens dans votre prochaine mission de dialogue en qualité de médiateur pour la paix. Toutefois, vous êtes resté évasif sur le sujet. Je réitère donc ma question. Comptez-vous intégrer M. Moïté Broderson, président de la Polynésie française, à la mission de dialogue qui se rendra prochainement au Kanaki? Merci. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Madame Dominique Faure, ministre en charge des collectivités territoriales et de la ruralité. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Chailloux, je voudrais évidemment, au nom du ministre de l'Intérieur, au nom de tout le gouvernement, vous dire à quel point nous ressentons une envie de communiquer toutes ces pensées chaleureuses qui nous animent face aux 7 victimes, dont 2 gendarmes, que ces émeutes auxquelles elles ont donné lieu. Vous dire que nous adressons aussi notre soutien aux 86 policiers gendarmes qui ont été blessés et dont nous tenons à souligner le courage, ainsi que le courage de toutes leurs familles. Ensuite, vous dire qu'en réaction à cette crise que subit le territoire calédonien, le président de la République a pris la décision la semaine dernière de décréter l'état d'urgence, vous le savez, afin que l'ordre revienne dans les plus brefs délais. Oui, vous avez raison, la situation est grave. L'état d'urgence nous a permis et nous permet encore pour quelques jours l'envoi de renforts et la mise en place de moyens exceptionnels. C'est près de 3000 forces de l'ordre qui interviennent actuellement sur le territoire, en plus des forces de sécurité intérieure existantes. Des centaines de policiers et de gendarmes continuent à arriver sur l'île grâce aux moyens militaires mis en œuvre. Je vais y venir, cher Monsieur le Président. Déjà, plus de 320 interpellations ont été effectuées depuis le début de la crise. Grâce au pouvoir d'assignation à résidence que prévoit l'état d'urgence, plusieurs dizaines de leaders violents ont été maîtrisés et plusieurs perquisitions administratives ont été effectuées. L'opération de dégagement de la grande route lancée ce week-end a permis la levée de 67 barrages grâce aux forces de l'ordre supplémentaires arrivées ce week-end, dont de nombreux militaires du GIGN, Givien et de policiers. Dans ce contexte, le gouvernement salue la parole des responsables politiques locaux qui ont appelé au retour de la paix civile et notamment celle du président de la Polynésie, Moetai Broderson. Le débat institutionnel que vous appelez de vos vœux sur l'avenir du territoire va être mené et sera installé dans le cadre d'une mission que le président de la République et le ministre de l'Intérieur sont en train de conduire.
Je vous remercie, Madame la Ministre. La parole est à Madame Claudia Rouault pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre de l'Éducation nationale. Afin de donner plus à ceux qui ont moins, le président François Mitterrand a lancé en 1981 l'éducation prioritaire. Elle poursuit l'objectif de corriger l'impact des inégalités sociales et économiques sur la réussite scolaire par un renforcement de l'action pédagogique dans les écoles des territoires qui rencontrent les plus grandes difficultés. Aujourd'hui, plus de 1,1 million d'enfants sont scolarisés dans plus de 6600 écoles relevant de l'éducation prioritaire. Plus de 40 ans après sa création, cette politique publique a fait ses preuves, mais la faiblesse des moyens alloués ne permet plus aujourd'hui d'atteindre l'ambition originelle. La sortie du classement PISA 2023 le confirme, les résultats de la France sont parmi les plus bas jamais mesurés. La sociologie des territoires évolue en permanence. Certains d'entre eux sont marqués par une paupérisation croissante. Il existe aujourd'hui des écoles classées en REP dont l'indice de position sociale est bien inférieur à des écoles classées en REP+. Par ailleurs, la mise en œuvre de l'école inclusive, vertueuse à bien des égards, comporte aussi des limites en raison du manque de place dans le secteur médico-social, plus de 1000 en Ille-et-Vilaine, de l'augmentation des troubles du comportement chez certains enfants et du manque criant d'AESH. Je tiens d'ailleurs à rendre hommage au personnel de l'éducation nationale qui travaille dans des conditions difficiles. La dernière révision de la cartographie de l'éducation prioritaire date de 2015. Il est grand temps de s'y pencher de nouveau, car les inégalités, elles, n'attendent pas et l'école doit rester une priorité nationale. Madame la Ministre, quel calendrier proposez-vous pour réviser cette carte scolaire, étant entendu qu'elle doit répondre à des besoins réels qui ne peuvent se concevoir sans de nouveaux moyens? Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la députée. La parole est à Madame Nicole Belloubet, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée, vous avez raison, l'objectif de l'éducation nationale est bien de répondre aux besoins de chacun de nos élèves en prenant en compte leurs spécificités. Et c'est la raison pour laquelle nous travaillons à individualiser les besoins pour mieux apporter les réponses adéquates. L'éducation prioritaire a depuis longtemps fait l'objet d'une attention particulière avec des moyens très importants déployés dans ce cadre-là. Vous le savez très bien, nous avons procédé au dédoublement des classes de CP, CE1 et maintenant de grandes sections, ce qui est un appui réel. Nous y avons implanté des moyens en personnel d'encadrement et puis en personnel médico-sociaux. Je ne nie pas qu'il y ait des manques, mais en tout cas, l'objectif est très clair. La population évolue, la démographie évolue aussi, et donc il faut que nous regardions plus précisément comment cela a évolué sur l'ensemble du territoire. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes engagés à reprendre la cartographie de l'éducation prioritaire, et ainsi que j'ai pu le dire, je crois, dans ces locaux à divers députés, nous allons reprendre cette cartographie de l'éducation prioritaire en l'ajustant et je me suis fixé comme objectif la rentrée 2025. C'est donc pour cette rentrée-là que je proposerai les évolutions pour mieux adapter la réalité de l'éducation prioritaire à la démographie et aux besoins des élèves. Notre objectif, c'est vraiment la réussite des élèves et c'est ainsi que nous agissons. Je vous remercie beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à Madame Marjolaine Meunier-Millefert pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse au ministre des Transports et je voudrais y associer l'ensemble de mes collègues de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un chantier et non plus un projet. Je veux parler évidemment du Lyon-Turin, auquel le Premier ministre a réaffirmé la semaine dernière son soutien politique et financier. Comme il l'a rappelé lors de sa visite en Maurienne, cette infrastructure est d'un intérêt stratégique national et européen, car elle facilitera le transport des biens et des personnes, non pas seulement entre Lyon et Turin, mais bien sur l'ensemble du corridor méditerranéen qui relie toute l'Europe du Sud, d'est en ouest, de Lisbonne jusqu'à Kiev.
Ce chantier permettra à terme de basculer 1 million de camions des routes vers le rail, une bouffée d'air pur pour les vallées alpines qui seront moins polluées et la preuve concrète que le développement économique et écologique peuvent et doivent aller de pair. Mieux, lorsque ce grand chantier rencontrera le projet du président de la République de faire de Lyon l'Interland du port de Marseille et de développer l'axe fluvial Méditerranée-Rhône-Saône jusqu'au Rhin, la région Auvergne-Rhône-Alpes deviendra le premier hub bas carbone d'Europe du Sud, confirmant sa position stratégique et la France avec elle de carrefour européen. La confirmation régulière de l'engagement du gouvernement sur le Lyon-Turin est nécessaire dans un dossier qui, par nature, se joue sur le temps long. Après les larges concertations organisées auprès des élus régionaux sur le phasage des accès et les récentes annonces sur le financement des études, cette venue ministérielle affirme clairement que ce dossier qui semblait bloqué en quart est bel et bien en marche. Il importe à tous que la déclaration d'utilité publique qui date de 2013 ne tombe pas. C'est un signal fort qui doit nous permettre de réfléchir ensuite à la mise en place de la démarche grand chantier pour les accès nouveaux qui permettront aux élus concernés d'anticiper les travaux et au tunnel de base dont on espère l'ouverture en 2030-32 au plus tard, de réaliser son plein potentiel. Pour conclure, Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous dire comment le gouvernement abordera les prochaines étapes? L'État a promis d'engager le tour de table financier des accès, de connecter ce sujet au contrat de plan État-région et avec l'ensemble des infrastructures de transport de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pouvez-vous nous donner une vision d'ensemble, s'il vous plaît? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Patrice Vergrit, ministre en charge des Transports. Merci Madame la Présidente, Madame la députée Marjolaine Meunier-Millefert. Vous avez raison de rappeler les nombreuses vertus du projet Lyon-Turin qui est aujourd'hui devenu un chantier avec près de 40 km de galeries aujourd'hui creusées. Dans la perspective des prochaines élections, rappelons aussi qu'il s'agit d'un projet européen qui relie davantage nos pays et qui permet de développer les différents territoires. C'est pour ça d'ailleurs que l'Union européenne a été mobilisée. Elle finance 40% aujourd'hui du projet et une demande a été adressée pour monter cette participation à 55%. Pour être complet, et comme vous le rappelez, ce projet doit à long terme prévoir les accès et la désaturation du nœud ferroviaire lyonnais. En janvier, le gouvernement est parvenu à un accord concernant le financement des études avec la région et les collectivités locales concernées. Je salue cette mobilisation qui a permis là aussi d'adresser à la Commission européenne une demande de financement à hauteur de 50% des dépenses éligibles et l'État mettant les 2/3 restants. En parallèle, l'État et la région se sont aussi accordés sur un contrat de plan État-région particulièrement ambitieux pour les mobilités, pour la région, puisque nous avons 1,4 milliard d'euros qui seront investis pour les territoires, dont 430 millions pour le ferroviaire et 322 millions pour les services express des régions métropolitaines. Voici donc deux nouvelles preuves très concrètes de l'action du gouvernement pour la décarbonation des mobilités. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Florian Chauche pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, jeudi dernier, 4000 sapeurs-pompiers venus de toute la France ont foulé le pavé parisien. Une manifestation inédite, historique même, puisque l'ensemble des organisations représentatives du personnel s'est réuni en intersyndicale. Leurs revendications sont claires. La première de leurs revendications, c'est d'abord de ne pas mourir de leur travail. Ils n'en peuvent plus de voir leurs collègues contracter des cancers ou tomber malades à quelques mois après être partis en retraite. Vous avez lancé un observatoire de la santé des sapeurs-pompiers, mais le temps n'est plus à l'observation, il est à l'action. Cela fait 2 ans que le Centre international de recherche sur le cancer a classé l'activité de sapeurs-pompiers comme cancérogène. Des mesures immédiates doivent être prises pour nos sapeurs-pompiers volontaires comme professionnels. Instaurer un dossier médical unique et une visite médicale de fin de carrière. Assurer la traçabilité des activités opérationnelles de chaque sapeur-pompier et un suivi post-professionnel. Demander à la ministre de la Santé de modifier le tableau des maladies professionnelles. Deuxième revendication, les Jeux Olympiques et Paralympiques. Les agents de la SNCF, les conducteurs de la RATP, les soignants des hôpitaux de Paris, les éboueurs de la ville de Paris, l'ensemble des policiers et gendarmes vont bénéficier de primes, mais rien pour les sapeurs-pompiers. Pourquoi ce traitement inégalitaire et ce manque de considération pour nos pompiers? Troisième revendication, il faut plus de pompiers professionnels. Entre 2002 et 2022, le nombre de sapeurs-pompiers n'a augmenté que de 3,5%, alors que le nombre d'interventions réalisées augmentait de 37,5%.
Nous avons besoin d'une refonte du modèle de financement des SDIS et d'un plan de recrutement massif de sapeurs-pompiers professionnels. Les syndicats ont été reçus par la Direction générale de la sécurité civile, mais ils n'ont reçu aucune réponse concrète. Je vous demande donc, Monsieur le Premier ministre, allez-vous écouter nos sapeurs-pompiers? Allez-vous accéder à leurs revendications? Le mal-être de la profession est profond. À quelques semaines des JO et de la saison des incendies, ne jouez pas avec le feu. Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à Dominique Faure, ministre en charge des collectivités territoriales et de la ruralité. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Schoch, vous abordez trois sujets. Le premier qui touche à la santé, le second qui touche aux Jeux Olympiques et Paralympiques et le troisième qui est le modèle de financement des SDIS. Très difficile en 2 minutes de répondre à ces 3 points. Vous savez à quel point je suis attachée à nos forces de pompiers, de sécurité civile, aux côtés de Gérald Darmanin. Aussi, j'ai été particulièrement attentive à leurs revendications lors de la manifestation que vous citez le 16 mai. Le premier sujet sur la santé, vous dites c'est le temps de l'action, vous avez totalement raison. Après l'observation, après le guide de doctrine opérationnelle, qui s'intitule « Prévention des risques liés à la toxicité des fumées ». Ce sujet est au cœur de nos préoccupations. Et oui, on est dans l'action avec le ministère de la Santé. Sur le deuxième sujet, vous évoquez les Jeux Olympiques et Paralympiques. Nous travaillons actuellement avec à la fois le président Sauvadet et les SDIS et à la fois avec les syndicats de pompiers pour essayer de converger à l'aube de ces Jeux Olympiques et Paralympiques. Et troisièmement, sur le financement des SDIS, et pour ces 3 sujets, j'ai envie de dire, nous venons de lancer le 26 avril dernier avec Gérald Darmanin un Beauvau de la sécurité civile, tellement nous sommes conscients que nous avons énormément d'enjeux à travailler avec les syndicats et avec les départements de France. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Ministre. Il vous reste 5 secondes, allez-y. Il vous restait 30 secondes et aucune réponse concrète n'a été apportée. Donc quelle réponse concrète pour nos sapeurs-pompiers, s'il vous plaît, Madame la Ministre? Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à présent à Madame Eva Sas pour le groupe écologiste. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le ministre, Elisa et William ont perdu leur mère dans la tempête Alex en 2020, une tempête extratropicale attribuée au dérèglement climatique. Son corps n'a été retrouvé que 13 jours plus tard. Le dérèglement climatique, ce sont des vies brisées, d'autres perdues. Mais le dérèglement climatique, ce n'est pas une fatalité. Ce sont des entreprises, des actionnaires qui, conscients des conséquences sur les vies humaines, font le choix cynique d'accroître la production de pétrole et de gaz. Total Énergie consacre ainsi plus de 70% de ses investissements à des projets pétrogaziers et a développé 30 nouveaux projets depuis 2021. C'est pourquoi Elisa et William poursuivent aujourd'hui avec 7 autres victimes Total Énergie et ses actionnaires pour homicide involontaire, mise en danger d'autrui et abstention de combattre un sinistre. Total est responsable, mais nous sommes aussi responsables si nous les laissons faire. Nous pouvons entre autres diminuer la rentabilité de ces investissements pétroliers en taxant les bénéfices, ne serait-ce que pour financer la protection des Français contre le dérèglement climatique. L'Italie et l'Espagne l'ont fait. Cette contribution a rapporté 2 milliards en Espagne et 2,8 milliards en Italie. Alors, Monsieur le ministre, pouvez-vous dire devant la représentation nationale combien a rapporté la contribution temporaire de solidarité que vous avez mis en place sur les résultats 2022 des entreprises pétrogazières et pourquoi vous avez refusé de prolonger cette contribution temporaire de solidarité en 2023. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Thomas Cazenave, ministre en charge du budget. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Eva Sas, tout d'abord, vous évoquez une procédure judiciaire en cours devant les tribunaux. Il ne m'appartient pas, il n'appartient pas au gouvernement d'aller commenter les procédures judiciaires, mais ça me permet quand même de rappeler une évolution fondamentale dans notre droit, et la France a été pionnière en la matière, c'est la loi sur le devoir de vigilance des grandes entreprises de 2017, qui impose, parce qu'il est question, Madame la députée, d'exigence de vigilance des entreprises vis-à-vis de leur impact social, de leur impact environnemental, et cette loi-là, elle permet, sous le contrôle du juge, de vérifier que les entreprises sont bien au rendez-vous des responsabilités qui sont les leurs. Et d'ailleurs,
et j'espère que vous soutiendrez et vous soutenez cette démarche. Nous avons défendu l'extension de ce cadre au niveau communautaire avec un projet de directive devoir de vigilance qui ira d'ailleurs bien au-delà que le cadre national. Et je crois que en la matière, c'est des protections supplémentaires pour celles et ceux qui subissent les effets du réchauffement climatique, mais aussi les effets des violations des droits de l'homme dans d'autres pays, notamment par les sous-traitants. Et ces 2 ans de négociations. S'agissant de la fiscalité, je le redis ici, il vaut mieux se battre comme nous l'avons fait sur des obligations légales et réglementaires que de penser qu'à tout problème, il y aurait une solution fiscale. La fiscalité que vous évoquez n'enlèvera rien à la peine de celles et ceux que vous avez cités dans l'introduction de votre question. Et je crois que c'est ça qu'il faut que nous réussissions ensemble. Et il n'y a pas de tabou de la part du gouvernement. Nous l'avons dit, nous travaillons avec le rapporteur général sur la taxation des énergéticiens, par exemple. Mais nous regardons sujet après sujet. Mais pardonnez-moi, Madame la députée, à chaque problème, il ne peut pas y avoir systématiquement une solution fiscale. Je vous remercie, Madame la députée. Monsieur Cazenave, vous n'avez pas du tout répondu à ma question et je vais vous donner le chiffre, Monsieur Cazenave. La taxe sur les énergéticiens fossiles a rapporté 61 millions d'euros en 2023. C'est dans la loi de règlement. 61 millions, vous avouerez que ce n'est pas beaucoup. Et je vous rappelle que l'AG des actionnaires de Total Energy a lieu dans quelques jours et qu'ils ont déjà annoncé 19,9 milliards de bénéfices nets en 2023. Vous dites que vous ne pouvez pas faire, mais vous ne voulez pas faire. L'Espagne et l'Italie l'ont fait, ils n'ont pas de production d'énergie fossile sur leur sol. Alors quand mettrez-vous enfin en place une taxe sur les énergéticiens à la hauteur des enjeux? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Emmanuel Mandon pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre délégué chargé des comptes publics et concerne la fraude et ses conséquences sur notre économie. La crédibilité de l'appel à la rigueur qui sous-tend la politique économique du gouvernement et la politique générale du gouvernement, cela dans l'intérêt national, sera d'autant plus comprise que les pouvoirs publics se montreront intraitables contre toutes les formes de fraude, qu'elles soient fiscales ou sociales. Le plan anti-fraude mis en place il y a un peu plus d'1 an a déjà produit des résultats significatifs que traduit notamment la hausse des recouvrements après contrôle fiscal. Mais l'inventivité des fraudeurs, des réseaux criminels comme des individus est, reconnaissons-le, sans limite. Elle pose sans cesse de nouveaux défis à l'efficacité des dispositifs de lutte contre la fraude face au développement de technologies de cryptage notamment, comme les fameux cryptoactifs. Mais on s'aperçoit également que les aides publiques comme la prime Rénov', comme MaPrimeRénov' peuvent être ciblées et c'est ainsi qu'on constate que les téléconsultations sont particulièrement exposées aux pratiques frauduleuses. Monsieur le ministre, face à ce constat alarmant, pouvez-vous nous faire un premier bilan du plan antifraude de 2023 ? Pouvez-vous nous indiquer les mesures que vous comptez prendre pour amplifier et renforcer le combat contre les fraudes? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Thomas Cazenave, ministre en charge des comptes publics. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Mandon, vous avez raison en matière de lutte contre la fraude. Nous avons un bilan. Le bilan, c'est l'augmentation des recouvrements sur la lutte contre notamment la fraude fiscale. 15 milliards d'euros en hausse constante depuis 2021. En matière de travail dissimulé par les URSSAF, 1,2 milliard d'euros de redressement. C'est un montant record. Et ces bons résultats, c'est le résultat notamment du bilan et du plan qui a été porté par mon prédécesseur, Gabriel Attal, en matière de lutte contre toutes les fraudes. Et je pense qu'on peut s'en féliciter. Et d'ailleurs, une vingtaine de dispositions législatives figuraient dans la loi de finances et la loi de financement de la sécurité sociale. Pour autant, il faut poursuivre l'offensive. Vous avez raison, monsieur le député. Il y a un sujet en particulier sur lequel moi j'attire votre attention et je sais qu'un certain nombre d'entre vous m'ont fait des propositions pour avancer sur le sujet, c'est la fraude aux aides publiques. Nous versons 100 milliards d'aides publiques
que cela porte sur les aides à l'apprentissage, MaPrimeRénov', le CPF, et je suis régulièrement saisi par les services de Bercy de soupçons de fraude, d'abus en matière d'aide publique. Et je crois qu'il faut renforcer notre arsenal en la matière. Pouvoir, par exemple, suspendre immédiatement le versement des aides en cas de soupçon. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Permettre aux administrations de partager entre elles les informations utiles pour resserrer les mailles du filet. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Renforcer les pouvoirs d'investigation et de contrôle des administrations qui versent des aides. Je pense par exemple à l'ANA, en particulier pour les aides à la rénovation énergétique. Donc sur ce sujet-là, moi je suis prêt à engager un travail, et je l'ai déjà fait avec un certain nombre d'entre vous, pour aller plus loin et compléter notre arsenal en matière de lutte contre toutes les fraudes. Merci. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Jean-Louis Bricout pour le groupe Lyot. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse aux membres du gouvernement le plus sensible aux solidarités, qu'elles soient sociales, territoriales ou budgétaires. Ma question concerne la situation budgétaire préoccupante de certains départements, comme l'Ariège par exemple, mais comme l'Aisne en particulier, mon département. Il manque 23 millions d'euros pour boucler le budget du département de l'Aisne, pour assurer au minima ses compétences en matière de cohésion sociale et territoriale, pour continuer à soutenir les familles, les collectivités, les associations, pour continuer à investir dans ces collèges ou la voirie par exemple. Alors comment en est-on arrivé là? Vous le savez, il y a une quinzaine d'années, l'État a transféré les allocations de solidarité humaine, le handicap, l'APA, le RSA au département, sans pour autant compenser l'évolution de ces prestations. Résultat, en 2022, ce sont 92 millions d'euros non compensés par l'État au département de l'Aisne. Côté recettes, les inégalités sont aussi criantes. Vous le savez aussi, lorsqu'un bien est vendu, le département perçoit une recette qu'on appelle les droits de mutation à titre onéreux, les DMTO. Ils sont de l'ordre de 150 € par habitant dans l'Aisne, quand la moyenne en France est de 250. Parce que, évidemment, la dynamique immobilière est bien moindre dans l'Aisne que dans les Hauts-de-Seine ou la Haute-Savoie. Cette situation, Madame la Ministre, est complètement inacceptable. Madame la Ministre, il me semble que l'heure est à la solidarité, à l'équité, à la péréquation. Un gouvernement qui se respecte et qui nous respecte doit être garant de l'équité entre les hommes et les territoires. Alors, Madame la Ministre, quelles sont vos intentions? Quelles dispositions allez-vous prendre dans la prochaine loi de finances pour donner à tous les départements les moyens d'exercer leurs compétences? Quelles garanties pouvez-vous donner à l'Aisne et à ses habitants? Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le député. La parole est à Madame Dominique Faure, ministre en charge des collectivités territoriales et de la ruralité. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Bricout, vous avez raison. Les départements font l'objet d'un effet de ciseaux extrêmement brutal avec la baisse des DMTO, que vous connaissez bien, et l'augmentation des charges auxquelles les départements sont confrontés. Nous en parlons au gré de nos QAG très régulièrement et je travaille personnellement avec tous les départements, dont le département de l'Aisne, dont le département de l'Ariège. Alors face à cette situation dégradée, l'heure est à la recherche, oui. Oui, l'heure est à la recherche et c'est mon quotidien avec Départements de France pour trouver des solutions collectives. Mais je ne peux pas vous dire, alors que oui, l'heure est à la solidarité, vous entendre dire que nous ne faisons rien. Nous faisons beaucoup, même si le diagnostic doit faire que l'on doit travailler pour 2025. Quand même. Loi de finances 2024, un concours exceptionnel de 150 millions d'euros pour aider les départements dans le financement de l'allocation personnalisée d'autonomie, avec pour objectif un taux de couverture par l'État de toutes les dépenses d'autonomie des départements d'au moins 40%. 2. 106 millions d'euros au titre du fonds de sauvegarde réparti entre les départements dont la situation financière est la plus difficile. Ensuite, un relèvement substantiel de 68 millions d'euros à 100 millions d'euros, mais vous le savez, monsieur le député, des sommes allouées par l'État pour soutenir la prise en charge des mineurs non accompagnés. Alors oui, plusieurs travaux sont lancés d'ores et déjà pour simplifier la vie des collectivités locales et leur permettre, en plus, de faire des économies. Alors, concours financier exceptionnel que j'ai cité, fonds de sauvegarde, fonds de péréquation, zonage des 14 départements en FRR les plus fragiles, pactes départementaux. Oui, monsieur le député, ce gouvernement, Christophe Béchu et moi-même sommes
au travail pour préparer la loi de finances 2025 avec les départements. Je vous remercie, Madame la Ministre. Monsieur Bricout. Merci de votre réponse, Madame la Ministre, mais je crois qu'aujourd'hui, l'heure est tout simplement à l'écoute des singularités, qu'elles soient sociales et économiques de nos départements. L'heure est à la solidarité et il est grand temps, je crois, d'activer les dispositifs de péréquation. Je vous remercie encore. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à présent Madame Émilie Bonivard pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au garde des Sceaux. Monsieur le ministre, aujourd'hui se tient l'hommage national en l'honneur de Fabrice Moello et Arnaud Garcia, les deux agents pénitentiaires lâchement assassinés par un commando le 14 mai. Je tiens à redire l'hommage de toute la représentation nationale à ces deux hommes et nos sincères pensées à leurs familles. C'est la voix des agents pénitentiaires, hommes et femmes de terrain, que je veux porter aujourd'hui. On n'en peut plus, Madame la députée. Dites-leur là-haut que ça va mal finir. Voilà un des messages que les surveillants pénitentiaires d'Éton m'ont fait passer pour vous aujourd'hui. Absence de fermeté, des portables, du cannabis, des couteaux céramiques qui sont introduits en prison lors des parloirs ou par drone. Des trafics qui plombent l'efficacité de la réponse pénitentiaire et mettent en danger les personnels. Marre qu'on leur demande de ne pas faire trop bien leur boulot pour acheter la paix sociale dans la prison. Madame, nous, en fait, maintenant, on fait de l'hôtellerie. Notre métier n'a plus de sens. C'est eux qu'il faut écouter. Oui, nous devons opérer un virage à 180 degrés en matière de fermeté pénale et pénitentiaire. Il y a urgence. À l'explosion de la violence à l'extérieur comme à l'intérieur, nous ne pouvons plus répondre par laxisme et angélisme béat. La fermeté doit redevenir la règle. Ne laissons pas le sacrifice de ces deux hommes pour la France impunie et changeons les choses. Réduisons massivement les extractions, meilleur moyen de diminuer les risques. 130 000 extractions judiciaires dans l'année, 130 000. En matière d'audience judiciaire, la règle doit devenir la visioconférence, l'extraction, l'exception. Et si notre droit ne le permet pas, eh bien modifions-le, on est là pour ça. Remettons en place les fouilles systématiques au parloir. Comment est entré le téléphone de Mohamed Amra par lequel il a organisé son évasion et la mort de ces deux personnes? La protection de la vie des agents exige que l'on remette en place ces contrôles. Et ne nous opposez pas le droit international. Nos concitoyens ne supportent plus ces réponses qui justifient notre impuissance face à l'innommable. Je vous remercie, ma chère collègue. La parole est à Madame Sarah El Haïry, ministre en charge de l'enfance, de la jeunesse et des familles. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Bonivard. Je vous prie d'abord de vouloir excuser le garde des Sceaux parce qu'il est actuellement à Caen pour l'hommage national aux agents pénitentiaires et avec le Premier ministre. Mais Madame la députée, notre soutien à l'administration pénitentiaire, il est total, il est ancien. Et je veux également, au nom de l'administration pénitentiaire, vous remercier pour votre soutien et le travail que vous faites pour la pénitentiaire. Le garde des Sceaux s'est totalement engagé à leur côté. D'abord, avec des mesures qui ont été votées également par vous, Madame la députée, et cette majorité. Plus de 6 000 créations d'emplois depuis 2017. Passage de la catégorie B des surveillants au janvier 2024. Passage à la catégorie A des officiers. Investissement massif pour sécuriser nos prisons. Mais il faut aller plus loin, Madame la députée. Il faut aller plus loin et nous allons poursuivre des actions sans relâche. Le bras de la justice ne tremblera pas et nous irons aussi loin que nécessaire. Le garde des Sceaux a réuni l'intersyndicale quelques heures après. Ils ont fait preuve d'une grande et d'une énorme responsabilité. Madame la députée, les échanges nourris ont permis un accord signé hier avec des mesures très concrètes. Par exemple, des dotations en fusils mitrailleurs, parce que oui, c'est nécessaire. Des évolutions en termes de matériel pour renforcer les véhicules en termes de sécurité. Mais aussi le développement et le recours à la visioconférence, parce que oui, nous comptons sur la représentation nationale pour nous aider à mettre en œuvre ces mesures. Madame la députée, il y a également la refonte des niveaux d'escorte et de la composition des équipes, ou encore l'expertise pour avoir la possibilité d'élargir les fouilles post-parloir qui aujourd'hui, on sait, est une faille. Une grande partie de ces mesures sera immédiatement applicable et au-delà de ça, notamment pour les équipements, le garde des Sceaux a donné des consignes claires au directeur de l'administration pénitentiaire. Nous reculerons devant rien pour mieux protéger les agents de la pénitentiaire. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Ministre.
La parole est à Madame Anne Le Henninff pour le groupe Horizon. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre chargée des collectivités territoriales et de la ruralité. 21 000, c'est le nombre d'apprentis que les collectivités souhaitent recruter cette année. Un record dont nous nous réjouissons fortement et qui est le résultat de la politique ambitieuse du gouvernement ces dernières années pour amplifier la dynamique du recrutement d'apprentis dans l'ensemble de la fonction publique. Toutefois, le 26 avril dernier, nous avons appris que le Centre national de la fonction publique ne pourrait financer que 9 000 contrats et uniquement dans les métiers en tension. En effet, c'est le CNFPT qui finance désormais 100% des frais des formations des apprentis. L'État et France Compétences réduisant progressivement mais fortement leurs concours financiers. Dans ce contexte, des critères de sélection des candidatures plus restrictifs ont dû être instaurés dans les collectivités, entraînant des frustrations, des déceptions, côté collectivité comme côté étudiant. De telles orientations viennent remettre en cause l'accord sur la réforme du financement de l'apprentissage dans la fonction publique territoriale que le gouvernement et les employeurs territoriaux avaient négocié en 2021. Il est donc urgent de mettre en place un nouveau mécanisme de financement pérenne, incitatif au recrutement d'apprentis et soutenable financièrement pour le CNFPT et les employeurs territoriaux dont les dotations sont trop souvent revues à la baisse. Aussi, Madame la Ministre, à l'heure où nos collectivités se retrouvent trop souvent prises en tenaille entre l'application des politiques publiques et les moyens dont elles disposent réellement, quelles actions envisagez-vous pour que les collectivités puissent recruter davantage d'apprentis? Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la députée. La parole est à Madame Dominique Faure, ministre en charge des collectivités territoriales et de la ruralité. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Le Henninff. Alors, nous sommes tous convaincus ici, dans cette Assemblée, nous aussi au gouvernement, de l'absolue nécessité de cet apprentissage dans le monde des collectivités territoriales, permettre à nos jeunes d'accéder à la fonction publique territoriale. Mais chacun doit prendre sa part pour faire vivre ce formidable dispositif et les employeurs publics se sont d'ailleurs pleinement engagés puisqu'en 2023, nous comptions plus de 30 000 apprentis dans la fonction publique. Alors, 2 points. Le premier, c'est que l'État investit auprès des collectivités territoriales pour l'apprentissage dans la fonction publique territoriale. Et là, l'année dernière, nous avons conclu avec le CNFPT, vous l'avez dit, une convention triennale pour former d'ici 2025 9 000 apprentis. Mais on y participe financièrement. C'est mon collègue Stanislas Guerini qui s'est engagé sur une contribution de son ministère à hauteur de 15 millions d'euros par an sur la période 2023-2025, comme en 2022, et qui participe par là même au financement de la formation de ces apprentis. Nous l'avons dit aux employeurs territoriaux et je le redis devant vous, nous tiendrons cet engagement. Ensuite, deuxième point, nous sommes également engagés à ce que les apprentis puissent intégrer plus facilement la fonction publique au terme de leur apprentissage. Là encore, nous tiendrons notre engagement. Mon collègue Stanislas Guerini a d'ailleurs fait part de son souhait que soit créée une voie d'accès à la fonction publique dédiée aux apprentis. Cela fait d'ailleurs pleinement écho à une préconisation des employeurs territoriaux qui font de l'apprentissage une véritable voie de pré-recrutement. Cette année, ils ont ainsi émis près de 23 000 demandes de recrutement d'apprentis. Alors donc, vous le voyez, Madame la députée, ce gouvernement agit concrètement avec les employeurs territoriaux, avec le CNFPT, et je veux saluer l'élection à la présidence du CNFPT, Johan Nedelec, que je rencontre d'ici 15 jours, et j'aborderai ce sujet, je m'y engage. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Aymeric Salmon pour le Rassemblement national. Madame la Présidente, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Industrie. Monsieur le ministre, malheureusement absent, vous clamez haut et fort votre projet de réindustrialisation de la France. Je vous invite donc à nous le démontrer aujourd'hui pour nous convaincre que le sommet Choose France n'est pas qu'un énième coup de com', mais bien une volonté sincère de renforcer notre outil industriel. Je souhaite attirer votre attention sur une préoccupation majeure pour nos entreprises concernant l'interdiction des emballages constitués de polymères styréniques non recyclables prévus par la loi Climat et Résilience qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2025. Cette mesure va bien au-delà des exigences de la directive européenne sur les plastiques à usage unique.
On constate donc encore une fois que la France surtranspose la réglementation de l'UE en contraignant plus que nécessaire les chefs d'entreprise français. Le futur règlement européen sur les emballages, qui devrait entrer en vigueur en novembre 2024, interdit aux États membres d'empêcher la mise sur le marché d'emballages conformes aux exigences de ce règlement. La conformité des emballages styréniques à l'obligation de recyclabilité sera évaluée en 2030, rendant l'interdiction française incompatible avec ce cadre européen. Par ailleurs, d'un point de vue écologique, une telle interdiction n'a aucun sens car les matériaux alternatifs sont généralement plus lourds et plus difficiles à recycler et ont donc une empreinte carbone plus importante. L'interdiction de ces emballages entraînera la fermeture et la délocalisation de dizaines de sites industriels et la suppression de milliers d'emplois. À titre d'exemple, l'entreprise Knauf a fermé plusieurs usines sur le territoire et on pourrait en fermer d'autres si cette question n'est pas réglée rapidement. Ma question est donc la suivante. Pouvez-vous nous confirmer que le règlement européen rendra inopérante l'interdiction de ces emballages prévus par la loi et êtes-vous en mesure de rassurer les industriels sur cette question préoccupante pour eux? Je vous remercie. La parole est à monsieur, excusez-moi, Thomas Cazenave, ministre en charge des comptes publics. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, au fond, vous posez la question suivante. Est-ce qu'il y a une incompatibilité entre la transition écologique et la réindustrialisation de notre pays? Et je crois que les chiffres qui sont les nôtres, nos résultats depuis des années, prouvent le contraire. Vous avez commencé votre question, si c'est le sens de la question. Vous m'avez dit, je doute des résultats de Choose France. Comment pouvez-vous douter des résultats de Choose France qui ont fait apparaître plus de 180 dirigeants réunis à Versailles, une cinquantaine de projets qui concernent tout notre territoire, 10 000 emplois à la clé. Et monsieur le député, parmi tous ces projets, de nombreux projets sont dans le champ de la transition énergétique et de la transition climatique. Parce qu'il ne faut pas opposer l'ambition de réindustrialisation et le fait qu'on soit très attaché aux exigences environnementale pour protéger la santé des consommateurs, des Français, des Européens. Et si vous aviez raison depuis le début, nous n'aurions pas réindustrialisé le pays. Cette année, c'est 600 industries supplémentaires. C'est plus de 2 millions d'emplois qu'on a créés. C'est 7,5% de chômage. C'est bien la preuve qu'on peut être très exigeant sur le plan environnemental et c'est notre cas au niveau européen, c'est notre cas au niveau national, tout en réussissant, et je comprends que ça ne nous plaît pas finalement, vous regrettez, forme de réussite du pays, cette reconquête industrielle qui se retrouve dans tous les chiffres, qui se retrouve dans tous nos chiffres et qui prouve bien qu'on ne peut pas, comme vous essayez de le faire, d'opposer transition écologique et réussite industrielle. Merci beaucoup, monsieur le ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. Ah, excusez-moi, allez-y. Oui, monsieur le ministre, vous n'avez pas répondu à un cas concret. Aujourd'hui, il y a des entreprises présentes et qui vont partir. Là, avant de commencer à réindustrialiser, commençons à sauver nos industries. Merci. Je vous remercie. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.